Ma mère m'a regardé droit dans les yeux dès que j'ai appelé du travail et m'a dit « Je ne suis pas ta babysitter ». Sans hésitation, sans douceur, juste une rupture nette avec la seule personne sur laquelle je pensais qu'elle ne me laisserait jamais tomber, ma fille. Pendant que Lily grelottait devant son école pendant 2 longues heures, mes parents continuaient leur journée comme si sa peur n'avait aucune importance. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je me suis tue. Un silence si profond qu'il m'a moi-même effrayée. Et 3 jours plus tard, la panique a commencé. Avant de vous raconter la suite, dites-moi, seriez-vous restée silencieuse ou auriez-vous fait de même? Je devrais peut-être vous dire qui j'étais avant que tout ne bascule. Je m'appelle Sophia, j'ai 32 ans. Je suis une mère célibataire qui a passé la majeure partie de sa vie d'adulte à apprendre à garder son calme même quand tout s'écroule. Au travail, on dit de moi que je suis posée, fiable, que je gère bien la pression. Ils ignorent que c'est une compétence de survie que j'ai acquise bien avant de trouver un emploi. Notre appartement se trouve dans un coin tranquille de la ville, un petit logement avec des lampes tamisées et des couvertures douillettes. Rien d'extraordinaire, mais on s'y sent en sécurité. Et la sécurité, c'est essentiel quand on élève une petite fille de 7 ans qui croit encore que le monde la rattrapera toujours quand elle tombera. Lily à mes yeux, mais pas mon histoire. Et j'ai tout fait pour que ça reste ainsi. Elle tournoie dans la cuisine, chante faux, laisse des paillettes partout où je ne parviendrai jamais à les aspirer. Je veux qu'elle se sente entourée comme je ne l'ai jamais été. Mes parents habitent à l'autre bout de la ville, dans une maison où il fait toujours plus froid qu'à l'extérieur. Ma mère, Myriam, arbore sa certitude comme une armure, tranchante, polie, inflexible. Quand j'étais petite, elle me disait que j'étais trop sensible, comme si ressentir les choses intensément était un défaut que je devais corriger. Mon père, Charles, a appris très tôt à maintenir la paix en gardant le silence. Et il a perfectionné ce silence au point d'en devenir presque invisible. Malgré tout, j'ai essayé. Fête, anniversaire, visite du dimanche. J'étais là, même quand ça me coûtait. J'espérais que la maternité l'adoucisse, qu'être grand-mère réchauffe quelque chose de vieux et de rigide en elle. Parfois, elle tenait Lily dans ses bras avec un sourire figé. Et l'espace d'un instant, j'imaginais une autre version de nous, celle dont je rêvais depuis l'enfance. Mais sous cette façade, il y avait toujours une petite faille. Des remarques anodines, des rejets précipités, des moments où elle traitait Lily comme un accessoire, pas comme une enfant. Je les ignorais, je les dissimulais, me persuadant que préserver la paix revenait à préserver la famille. Puis vint cet après-midi de fin d'hiver, l'appel de l'école, la fièvre, la panique, et la voix sèche et monocorde de ma mère, perçant le brouhaha de mon bureau, comme si elle attendait depuis des années le moment propice. Ce n'était pas seulement un déclic. C'était la révélation de ce qui était brisé depuis toujours. Tu es prête. Tout a basculé. L'école n'aurait jamais dû laisser Lily attendre dehors, mais quand je suis arrivée, le mal était fait. Elle était recroquevillée sur un banc en béton près des marches de l'entrée, serrant son sac à dos contre elle comme s'il pouvait la réchauffer. Son souffle embuait l'air. Ses joues étaient rouges de froid, pas de fièvre. Quand elle m'a vue, elle ne s'est pas jetée dans mes bras comme d'habitude. Elle est restée là, lente et fatiguée, et a murmuré « On peut rentrer maintenant ». Quelque chose en moi s'est serré, sourdement, lourd, impossible à ignorer. Ce soir-là, après l'avoir installée sur le canapé avec une tisane au gingembre et une couverture, je repassais sans cesse la même scène en boucle. Le ton sec de ma mère. La façon dont elle a raccroché avant que j'aie fini de parler, les explications presque confuses de la réceptionniste, qui expliquait que Lily ne pouvait pas rester à l'intérieur faute de personnel. J'avais envie de blâmer le monde entier, mais ces 2 heures d'attente glaciale étaient de la faute d'une seule personne, Myriam. Pourtant, mon vieil instinct a repris le dessus. Laisser faire le temps. Ne pas envenimer la situation. Ne pas se disputer. C'était peine perdue. J'avais passé ma vie à choisir la douceur face à sa dureté, persuadée que la paix valait tous les sacrifices. 3 jours passèrent avant que le premier message vocal n'arrive. Puis un autre, puis un autre. D'abord la voix de ma tante. Ta mère dit qu'elle a besoin de ton aide. Que se passe-t-il? Puis celle de son amie Carole, la Carole de ma mère, pas la mienne. Elle semblait inquiète. Elle a essayé de te joindre. Il s'est passé quelque chose? Puis celle de mon père, épuisée et tendue. Ta mère est bouleversée. Peux-tu la rappeler, s'il te plaît? Aucun d'eux n'a mentionné Lily. Pas un seul.
À ce moment-là, j'étais déjà retombée dans un calme familier, étrangement stable. Je ne les ignorais pas pour punir qui que ce soit. Je n'avais tout simplement plus rien à donner. Mais le déclic n'est pas venu des messages vocaux. Il est survenu plus tard dans la semaine, alors que Lily et moi étions dans le grand magasin près du quartier de mes parents. J'y faisais rarement mes courses, trop de souvenirs, mais Lily avait besoin de glaçage pour un exposé. Et c'était sur le chemin de chez Carole pour l'atelier pâtisserie qu'elle attendait avec impatience depuis une semaine. Nous étions à mi-chemin du rayon pâtisserie quand j'ai entendu sa voix. Sophia. Pas douce, pas chaleureuse, juste surprise. Lily s'est retournée la première. Elle a esquissé un petit sourire poli. Rien à voir avec la joie pétillante qu'elle manifestait autrefois envers sa grand-mère. Myriam se pencha, les bras ouverts, mais Lily ne bougea pas. Elle jeta un coup d'œil à la boîte de glaçage qu'elle tenait et me demanda si elle pouvait prendre celui avec des vermicelles. Ma mère se redressa lentement, son visage se figeant pour la première fois depuis des années. « Pourquoi es-tu là » demanda-t-elle. « On va à un atelier pâtisserie » répondis-je. « À Carole S. » Son visage se figea, révélant tout. Elle le ressentait enfin, l'absence, la distance, les conséquences. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne cherchais pas à combler le silence. Myriam cligna des yeux, comme si la phrase était écrite dans une langue étrangère. « Pourquoi irais-tu là-bas » Sa voix asséra ce même ton qu'elle avait employé envers moi durant toute mon enfance. Un ton destiné à corriger, à rabaisser, à me remettre à ma place. Mais je ne répondis pas. Je ne lui devais pas la douceur qu'elle ne m'avait jamais accordée. Elle esquissa un sourire forcé, trop éclatant, trop crispé. « Bon, je peux venir. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Lily. » Avant, j'aurais peut-être hésité, réfléchi, tenté d'apaiser les choses, mais cette version de moi s'était évanouie sur un banc froid devant l'école de Lily. « Non, dis-je simplement. Tu n'es pas invitée. » Elle pâlit. Je la vis sous le choc, une secousse silencieuse, presque physique. Elle s'approcha, son parfum trop familier, trop lourd. « Sophia, c'est ridicule. Tu es encore contrariée à cause de cette histoire d'école. Tu sais, j'étais occupée. Tu sais, tu réagis parfois de façon excessive. Pourquoi faire traîner les choses? Occupée. Réagir de façon excessive. Faire traîner les choses. » Le même discours qu'elle utilisait depuis que j'étais en âge de pleurer. Je m'accroupis près de Lily, qui comparait deux pots de vermicelle colorés comme si le monde ne s'écroulait pas derrière nous. « Tu es prête ?» demandai-je. Elle hocha la tête, posa le pot dans le chariot et glissa sa main dans la mienne. Nous passâmes devant Myriam sans un mot de plus. Cette nuit-là, 4 messages vocaux m'attendaient sur mon téléphone. L'un était empli de colère, l'autre de confusion, un autre encore de larmes, et le dernier suppliait pour Lily. Je n'ai pas écouté 2 fois. Je n'ai pas répondu. Et ce silence, cette arme qu'elle avait toujours utilisée contre moi, m'appartenait soudain. Les jours passèrent. Mon père m'envoya un SMS comme à son habitude, non pas pour assumer ses responsabilités, ni pour demander ce qui s'était passé, mais pour me pousser à reprendre mon rôle de pilier émotionnel de la famille. « Tu as fait passer ton message. Ta mère est malheureuse. Qu'est-ce que tu veux d'elle ?» Mais il ne comprenait pas. Ce n'était pas un message. C'était une phrase. Puis arriva l'enveloppe. Épaisse, couleur crème, trop formelle pour annoncer quoi que ce soit de bon. J'ai failli la jeter, mais la curiosité m'en a empêché. À l'intérieur, une simple notification. Mes parents avaient mis à jour leur testament. Je n'étais plus l'exécuteur testamentaire. Rachel, ma cousine, qui avait un jour traité Lily de dramatique parce qu'elle pleurait à sa propre fête d'anniversaire, était désormais aux commandes. C'était censé me blesser. Au lieu de cela a tout éclairci. Je posai la lettre sur le comptoir. Ni colère, ni larmes, juste une certitude tranquille et profonde qui s'installait en moi. Ils voulaient de la distance, alors je la leur ai accordée. Mais même en prenant du recul, je savais que quelque chose de plus grand se préparait, un changement que je sentais sans pouvoir encore le voir. Comme l'air qui se raréfie avant l'orage. Et les orages exigent toujours des comptes. Fin février, je m'étais habituée au silence. Pas un calme paisible, celui qui s'installe après une longue tempête, mais qui sent encore la pluie. Mon téléphone vibrait à peine.
Quand il vibrait, c'était un court message de mon père, un message vocal culpabilisant de ma mère, ou un rappel laconique de Rachel concernant une nouvelle familiale que j'avais ignorée. J'avais cessé de répondre. J'avais cessé de m'expliquer. J'avais cessé d'essayer de régler ce qu'aucun d'eux ne voulait affronter. Et dans ce silence, Lily avait changé, elle aussi. Elle ne demandait plus quand nous verrions grand-mère, ni pourquoi nous n'y allions plus le dimanche. Elle se déplaçait dans notre petit appartement avec une assurance plus douce et plus stable, comme si elle avait appris, à sa manière, que la sécurité n'est pas un lieu, mais une personne. Puis, par une froide nuit de jeudi, l'orage a éclaté. Il était presque minuit quand mon téléphone s'est allumé. Je n'ai pas reconnu la sensation dans ma poitrine en voyant le nom. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était plutôt de la résignation, une reconnaissance épuisée que ce qui allait suivre se préparait depuis des années. J'ai laissé sonner. Un appel, puis un autre. Quand j'ai enfin vérifié, il y avait 3 appels manqués de mon père. Puis un SMS, panne de courant. Ta mère a glissé sur le perron. Je n'arrive pas à sortir la voiture. Tu peux venir m'aider? Un instant, j'ai visualisé la scène. L'allée pentue qu'elle refusait toujours de laisser déneiger. Le trottoir gelé qu'elle prétendait pouvoir gérer seule. La lumière du Porsche qui vacillait sous certains coups de vent. Et son air furieux, glacial, abasourdi que le monde ne se plie pas à sa volonté. La partie de moi qui avait passé mon enfance à essayer de lui faire plaisir s'est crispée, non par désir. Mais l'image qui a suivi a tout effacé, Lily sur les marches de l'école. Son petit corps recroquevillé contre le souffle froid qui se transformait en brume, attendant quelqu'un qui n'est jamais venu. J'ai tapé un seul mot, non, et j'ai posé mon téléphone face contre table. J'ai mieux dormi que depuis des semaines. Au matin, la lumière du soleil traçait un fin trait sur le sol de ma chambre. Mon téléphone affichait cet appel manqué et 2 messages vocaux, l'un paniqué, l'autre en pleurs. Je n'ai pas appuyé sur lecture. Au lieu de cela, j'ai appelé Carole et lui ai demandé si elle voulait emmener Lily au musée des enfants. Elle a dit oui sans hésiter. C'était elle. Une présence rassurante et douce là où ma mère était tranchante. Nous avons passé la journée à flâner dans les expositions interactives, à rire des hoquets de Lily lorsqu'elle courait dans la salle des bulles et à manger des crêpes dans un restaurant qui sentait le sirop chaud et l'enfance. À aucun moment Lily n'a demandé où étaient mes parents. La vague suivante est arrivée par l'intermédiaire de Rachel. Elle a appelé en fin d'après-midi, sa voix oscillant entre l'inquiétude et la condescendance. « Ta mère s'est fracturé le poignet », a-t-elle dit. « Ton père a mal au dos à force de l'aider. Ils sont sans électricité depuis 2 jours. Tu devrais peut-être faire preuve de maturité. » J'ai failli rire. De maturité. Comme si je n'avais pas passé ma vie à être exactement ça. Je le suis déjà, ai-je répondu. C'est pour ça que je tiens Lily à l'écart. Elle a bafouillé, prise au dépourvu. Tu ne veux pas dire que je le veux. J'ai raccroché avant qu'elle ait pu finir sa phrase. Le lendemain, un courriel est arrivé. Un long monologue décousu, rempli de phrases qui ressemblaient presque à des excuses, sans jamais vraiment y parvenir. Le genre d'excuses que ma mère écrivait toujours quand elle avait besoin de quelque chose, pas quand elle comprenait quelque chose. Je suis désolée que les choses aient dégénéré. Vous me manquez tous les deux. La famille doit rester unie. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. Chaque phrase esquivait le vrai problème. Pas une seule fois elle n'a mentionné Lily en dehors de cette école. Pas une seule fois elle n'a admis ce qu'elle avait fait. J'ai fermé le courriel et j'ai continué ma journée. Début mars, la température a chuté encore plus bas. Les routes scintillaient sous une fine pellicule de glace qui semblait tenir la ville entière à la gorge. J'ai emmitouflé Lily dans son manteau et son écharpe les plus chauds, et nous sommes allés en voiture à une foire artisanale dans une petite ville à 1 heure de route. Elle voulait acheter du fil pailleté pour faire des bracelets d'amitié. Elle m'a tenu la main tout le long du trajet. Sur le chemin du retour, Carole a aperçu une voiture sur le bas-côté, un SUV noir avec ses feux de détresse clignotant dans la grisaille de l'après-midi. Elle a murmuré mon nom. J'ai ralenti juste assez pour voir à travers les vitres embuées par le givre. C'étaient mes parents. Mon père était penché sur le volant. Ma mère, le visage pâle, était penchée en arrière, le poignet enroulé autour de sa main. Ils paraissaient petits comme je ne les avais jamais vus.
Comme si le monde leur avait enfin tendu un miroir au lieu d'un micro. Un instant, j'ai hésité à m'arrêter, non par obligation, mais parce que l'enfant que j'étais vivait encore quelque part en moi. Puis Lily a levé les yeux du siège arrière, fredonnant un air en tressant son fil pailleté. J'ai accéléré. Une fois rentrée, j'ai préparé le dîner pendant que Lily montrait ses créations à Carole. Le bourdonnement du chauffage de l'appartement, le cliquetis de la vaisselle, les rires étouffés. J'avais l'impression d'avoir construit une vie intentionnellement, pièce par pièce, sans m'en rendre compte. Mais même alors, je ne ressentais aucun triomphe. Aucune victoire. J'avais le sentiment d'avoir tout abandonné. Ce soir-là, en bordant Lily, elle me montra un dessin. Une petite maison rose. 3 silhouettes. Moi, Lily et Carole. Lily au milieu, tenant nos 2 mains. « Je peux le mettre sur le frigo ?» demanda-t-elle. « Bien sûr. » Elle marqua une pause avant de s'éloigner en sautillant. « Maman, est-ce que j'ai encore une grand-mère ?» La question me prit au dépourvu, non pas par son contenu, mais par la façon dont elle la posa, sans colère, sans tristesse, juste par curiosité, comme si elle réorganisait le monde dans sa tête et essayait de comprendre où chaque chose avait sa place. « Oui, dis-je doucement. Mais les choses sont compliquées, acquiesça-t-elle avec cette sagesse et cette simplicité propres aux enfants. Peut-être avait-elle oublié comment être gentille. Après qu'elle se soit couchée, je fixai ce dessin jusqu'à ce que la pièce se brouille. Malgré toute ma douleur, à force de les protéger, j'avais oublié une vérité toute simple. Lily avait sa propre histoire, ses propres sentiments, sa propre conception de la famille. Et peut-être n'était-elle pas prête à effacer les gens comme j'y avais été contrainte. Alors, j'ai pris mon téléphone et, pour la première fois depuis des semaines, j'ai tapé un message. « Veux-tu voir Lily le week-end prochain ?» Sans excuse, sans condition, juste une invitation. Ma mère a répondu oui en 3 minutes. Le samedi suivant, nous nous sommes retrouvés dans un parc. Un lieu neutre, froid mais plus lumineux que les semaines précédentes. Mes parents étaient assis sur un banc, l'air incertain de leur présence. Lily s'est approchée lentement, puis s'est tournée vers moi pour me demander la permission avant de dire bonjour. Ils lui ont répondu. Puis elle a demandé « Mamie, tu peux me pousser sur la balançoire ?» Ma mère était stupéfaite. Ni triomphante, ni soulagée, juste stupéfaite. Elle m'a regardée. J'ai hoché la tête. Et à cet instant, dans un bref instant, fragile, l'orage a enfin commencé à se calmer. Ma mère s'est dirigée vers la balançoire comme si le sol allait se dérober sous ses pieds. Elle a posé sa main valide sur le dossier du siège et a poussé. Doucement, presque avec précaution, comme si elle craignait que Lily ne change d'avis. Lily se laissa aller en arrière, laissant le vent caresser ses cheveux, ses petites bottes effleurant la terre à chaque pas. Mes parents ne se précipitèrent pas, ne s'immiscèrent pas, ne cherchèrent pas à s'approprier une place qu'ils n'avaient pas méritée. Ils étaient simplement là, en retrait, silencieux, hésitants, conscients. Pour la première fois, ce silence n'était pas une arme. C'était de l'espace. Assise sur un banc voisin, j'observais la scène se dérouler avec un étrange mélange de soulagement et de douleur. Je n'étais pas guérie. Eux non plus. Mais les aspérités en moi s'étaient adoucies, arrondies par le temps et la distance, et par la prise de conscience que ma force n'avait jamais été la punition. Elle était née de la protection. Protéger Lily, me protéger moi-même. La visite dura moins d'1 heure. Pas de discours, pas d'excuses forcées, juste de petits pas prudents. Au moment de partir, mes parents ne demandèrent rien de plus. Ils hochèrent simplement la tête, reconnaissants de ce qu'ils avaient reçu. 1 semaine plus tard, mon père m'envoya par courriel un prospectus pour la collecte de fonds de l'école de Lily. J'ai demandé s'il pouvait y assister, à condition que cela ne vous dérange pas. J'ai dit oui, en posant des limites. Ils ont suivi le groupe. Ils sont restés au fond, ont applaudi discrètement et sont partis sans chercher à réécrire l'histoire. Peu après, un autre dessin est apparu sur notre réfrigérateur. La même maison rose, mais avec 5 personnages. Et pour la première fois, ce dessin ne me faisait pas mal. C'était comme un nouveau départ. Pas parfait, mais possible. Au final, rien n'est redevenu comme avant, et c'était bien là l'essentiel. Nous n'avons pas reconstruit l'ancienne version de notre famille. Nous en avons construit une plus sereine, plus solide, façonnée par des limites plutôt que par la peur. Lily se sentait de nouveau en sécurité,
Et j'ai enfin compris que la protéger serait toujours plus important que de maintenir la paix. Si cette histoire vous a touché, dites-moi d'où vous l'écoutez. Et si vous avez déjà dû poser des limites claires avec votre famille, partagez votre histoire ci-dessous et abonnez-vous.